Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Usine Up avec Fanny Forgeot. Bonjour Fanny. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Yogosha. Vous avez choisi vraiment, vous êtes directrice générale, vous n'êtes pas CEO, c'est la première fois. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une directrice. Eh bien, enchantée. Et avec nous, un directeur général qui est là depuis maintenant le début de ce programme, Guillaume Dupois. Vous êtes donc directeur général de l'accélérateur Epoca. Bonjour Guillaume. Bonjour Christophe. Alors, Yogosha, vous vous présentez comme une plateforme de cybersécurité collaborative. Oui, Qu'est-ce que effectivement. c'est de la cybersécurité collaborative? La cybersécurité, c'est toutes les activités qui visent à protéger le marché, les institutions de potentielles attaques de cybercriminels. Et notre métier chez Yogosha, c'est de proposer une plateforme qui permet à nos clients de travailler avec des hackers que l'on sélectionne de manière très drastique pour, in fine, attaquer de manière préventive, c'est-à-dire tenter d'identifier des failles de sécurité avant que des cybercriminels ne les trouvent et ne les exploitent. Alors, vous parlez de clients. Vos clients, c'est plutôt des entreprises, c'est des administrations publiques, vous travaillez plutôt avec qui? En majeur des entreprises, effectivement, secteur bancaire, assurance, des entreprises type retailer, e-commerçants, mais aussi des institutions et des ONG. Tout type, et les entreprises, toute taille, il n'y a pas de taille, il faut avoir un réseau qui commence à avoir une certaine taille? On peut travailler avec tout type de taille d'entreprise, donc aussi ETI, taille intermédiaire, etc. En revanche, aujourd'hui, notre portefeuille est surtout composé de grands groupes qui ont déjà identifié un budget, qui ont des risques très importants et qui travaillent avec nous depuis plusieurs années maintenant. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de hackers, vous travaillez avec des hackers. Le hacker, c'est quand même a priori, pour le grand public, le méchant. Alors, comment le méchant peut me protéger? Comment vous travaillez avec tout cet imaginaire du hacker? Merci de poser cette question parce que ça me tient énormément à cœur de déconstruire cette croyance que le hacker est par définition un criminel. Hacker, ça vient des années 60 des États-Unis au MIT. C'était les gars, je dis les gars, c'était essentiellement des hommes à l'époque, qui s'amusaient à bricoler l'informatique de l'époque, les appareils électroniques. C'était des bricoleurs qui, en fait, pour le plaisir, démontaient pour remonter, pour essayer de réparer, pour trouver des solutions. Et c'est ensuite, avec les années, que le mot a pris cette connotation de criminel, mais en réalité, les hackers ne sont pas des criminels. Et les hackers avec lesquels nous travaillons ne sont ni des criminels repentis. Ce sont des hommes et des femmes dont la vocation est de sécuriser les systèmes informatiques de nos clients. Si je peux me permettre, parce que vous avez répondu, ça me tient à cœur, et je me suis dit que dans hacker, il y avait cœur, et Exact. on devrait le dire un peu plus souvent. Est-ce que vous pouvez aussi intervenir en situation de crise? Vous disiez que vous interveniez a priori pour vérifier, tester, faire des audits, en gros, vérifier que la sécurité est bonne, mais s'il y a en période de crise, on peut vous faire appel à vous? Absolument. Alors effectivement, notre approche, elle est préventive, encore une fois, mais ça nous est arrivé, malheureusement, début de la crise sanitaire, début du Covid, on a été contacté par un hôpital qui commençait à se faire attaquer et qui nous a demandé si on pouvait mobiliser de manière immédiate, en urgence, une communauté des hackers pour les aider à identifier les potentielles failles qui, sur le moment, étaient susceptibles de faire l'objet d'attaques. Et pour ça, et je me permets de le mentionner, on s'est appuyé sur un dispositif qu'on a mis en place qui s'appelle Hack for Values et qui consiste à offrir gratuitement un service de bug bounty à alors en général à des ONG et là à des hôpitaux qui malheureusement n'ont pas les moyens forcément de déjouer ce type d'attaque. C'est quoi un bug bounty? Vous avez dit ça comme si c'était évident. Non, bien sûr. Un bug bounty. Alors bounty, ça vient de l'univers des bounty hunters, les chasseurs de primes. Parce que le principe, c'est que nous ne payons les chasseurs de failles, les hackers, les hunters, que s'ils trouvent une faille. Donc ils sont payés au résultat. Ils sont payés, ils ont une prime au résultat, exactement comme les chasseurs de primes. Donc ça vient de là. Et bug, c'est le bug informatique, la faille. Oui, c'est la récompense au bug. Exactement. Ok. Alors je vois bien l'intérêt pour vous, parce que du coup, s'il n'y a rien, ils ne sont pas payés, c'est quand même pas mal comme métier. Mais pour les entreprises, c'est l'assurance que les gars vont bien chercher, oui, parce qu'ils ont c'est la récompense. Oui. Absolument. Ça, en fait, c'est toute la particularité de ce modèle économique. C'est effectivement que les entreprises, si leurs systèmes sont parfaitement sécurisés, n'auront pas les récompenses à payer. Donc c'est effectivement un modèle assez dynamique, assez vertueux. Et par ailleurs, ce qui est important de noter, c'est que ces primes ne sont versées que si le client, l'utilisateur, qui paye in fine,
à valider la pertinence de la faille qui a été remontée. S'il juge que cette faille n'est pas pertinente, qu'elle a déjà été identifiée ou qu'elle n'est pas dans le périmètre qu'il juge pertinent à tester, et bien dans ce cas, le hacker ne sera pas payé. J'imagine quand même que vous avez des règles pour ne pas avoir des clients mauvais payeurs qui disent Exactement. Oh, non, c'est pas pertinent. C'est tout à fait, c'est la raison pour laquelle on existe en tant que plateforme qui permet cette intermédiation. C'est pour rendre possible ces transactions et ces échanges et bien sûr c'est pour les sécuriser, pour les simplifier, pour les fluidifier et pour les intégrer dans les systèmes plus larges de nos clients. Mais vous avez une connaissance de ces hackers qui travaillent pour vous, vous les recommandez, vous pouvez les estampiller presque comme étant, peut-être pas des hackers éthiques, parce que je crois que c'est quelque chose de très particulier, les hackers éthiques, en tout cas des hackers responsables dans qui on peut faire confiance. Absolument, on les connaît tous individuellement, on connaît leur nom, leur prénom, on connaît leur adresse, on a quelque part une copie de leur papier d'identité, on connaît leur résidence fiscale. Et oui, on vérifie ce qu'on appelle un hacker éthique. C'est parce que les hackers individuellement ont tous fait l'objet d'un check. Alors c'est un check qu'on fait faire à un tiers de confiance pour ne pas être jugé partie. On a un partenaire qui vérifie l'intégrité de chacun des hackers avec qui nous travaillons. Et ensuite, on leur fait passer des tests techniques pour être sûr que ce sont les meilleurs. Et en fonction de leurs compétences, on pourra les mettre sur différentes problématiques chez nos clients. On les sélectionne. On a vu que la pandémie avait été l'occasion d'une formidable numérisation. Ça veut dire que pour vous, la dynamique de marché a été plus forte que jamais? Vous avez parlé au début de la pandémie du hacking d'un hôpital. Ça a été aussi... Malheureusement, la pandémie a été une période qui a vu la multiplication des attaques. Et par ailleurs, la pandémie a été un moment où le télétravail est devenu la règle. Donc avec ces nouvelles pratiques de l'informatique, il y a eu aussi de nouveaux risques. Et donc oui, la cybersécurité est un secteur dont l'activité est en progression, en nette progression. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'aller démarcher quelqu'un. On ne vous dit plus, ça ne m'arrivera jamais. Aujourd'hui, peut-être oui, la conscience du risque est plus grande? Malheureusement, oui, la conscience des risques est plus grande. Il reste encore un travail de pédagogie de notre part à faire sur le caractère éthique des hackers, sur le service que les hackers peuvent rendre et sur leur statut. Et c'est un sujet qui me tient à cœur, comme je le disais tout à l'heure. Mais oui, le marché est beaucoup plus sensible au sujet. Guillaume Dupois, alors le numérique, la sécurité, c'est même plus un boulevard là, qu'il y a devant Gobochat, c'est, je sais pas, une avenue, une avenue soviétique quasiment. Reste que par rapport aux grandes entreprises de sécurité informatique, qu'est-ce qu'une entreprise, quel atout a une entreprise comme Gobochat? Gobochat, en effet, est sur un boulevard, les chiffres sont impressionnants. Quelques données, 978 millions de personnes qui ont été touchées par une cyberattaque l'année dernière, 9 Français sur 10, 9 entreprises sur 10. Donc en effet, tout le monde a été touché. Et puis les coûts, les dommages, on va atteindre à la fin de l'année 6 000 milliards de dollars de dommages liés aux cyberattaques. Donc on est vraiment sur des chiffres qui font tourner la tête. Les avantages de Gobochat, il y en a deux pour moi très importants. La première, c'est qu'ils font appel aux plus talentueux du marché. Ils font passer des tests très importants. Seuls 15% des gens, d'après mes informations, passent les tests pédagogiques et tests en réel sur ce marché. Donc, une grosse sélection. Et deuxièmement, la capacité d'utiliser des outils qui sont très performants, qui permettent de trouver 3 fois plus de vulnérabilité que les principaux acteurs du marché et à un coût qui est 40% moins important. Donc moi, pour revenir sur la phrase de l'avenue, moi, je ne pense pas que c'est une avenue, c'est une autoroute de 7 voies qu'ils ont en face d'eux et on leur souhaite beaucoup de courage dans leur développement. Merci, donc là, c'est une autoroute de Corée du Nord quasiment. Fanny Forgeot, vous avez eu récemment, dans le cadre des assises de la parité, vous avez eu le prix pour la meilleure levée de fonds, le prix du public. Ça va les chevilles hein? Alors, je me permets, on n'a pas eu encore le prix pour la meilleure levée de fonds. La levée de fonds, on s'apprête à la faire. Pardon. C'était pour... Catégorie financement, effectivement, puisque nous sommes à un moment de notre parcours où on s'apprête à aller effectivement faire une nouvelle opération. Et puis, le coup de cœur du jury, c'est formidable. Cette double consécration, c'est vraiment génial. La levée de fonds, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir passer à l'échelle, comme on dit dans le monde des startups, cette expression très bizarre. Exactement. Là, on est en train de terminer, si vous voulez, une espèce de phase de consolidation. Et là, ce qu'on espère pouvoir entamer dans les prochaines semaines,
c'est une phase d'accélération. Donc effectivement, on va scaler, comme on dit. Donc c'est un business où on peut le faire. Oui. Parce qu'on pourrait imaginer que c'est plus difficile peut-être que d'autres. On peut le faire pour une raison qui est très simple, qui est que donc on vend un accès à une communauté de hackers, mais on vend aussi une technologie. On vend une plateforme technologique et c'est ce qui permet de faire des économies d'échelle. Très bien, merci beaucoup Fanny Forgeot. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Yogosha. Merci Guillaume Dupois de nous avoir éclairé en vos matières routières. On a découvert l'autoroute à 7 voies. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée et à bientôt pour un nouveau numéro d'Usine.